politique, c'est pas encore le moment de penser qu'on peut être noir français, devenir chef d'État français. Ben, moi, je suis heureuse d'avoir pu découvrir que Alexandre Dumas avait des origines africaines. Mais moi, j'ai été ravi de cette leçon d'histoire qui nous a été donnée par le professeur. Et donc, je sortirai de cette rencontre avec plein de connaissances, surtout au 7e siècle avec l'histoire que vous avez fait le rapprochement avec la législation en France en 1946 qui a été inspirée par le descendant africain qui là-bas avait donné la citoyenneté romaine et ça pour moi a beaucoup marqué, oui. Et c'est Caracalla, c'est ça, va. Ouais. Et je vous remercie pour ça. Merci à vous d'être venu. D'accord, j'ai cru entendre que le... C'est très intéressant, effectivement, des professeurs de lettres en France qui ont enseigné Dumas pendant toute leur carrière ne le savaient pas non plus, ou certains ne le savent pas encore aujourd'hui. Effectivement, des millions de Français l'ont découvert même en 2002, au moment du transfert des cendres d'Alexandre Dumas au Panthéon. Parce que dans le discours de Jacques Chirac en novembre 2002, à l'époque, il avait évoqué cette question-là. On était nombreux d'ailleurs à se demander s'ils sont dans son Panthéon parce qu'il y avait une injustice qui devait être réparée. Dumas était l'écrivain français et est toujours l'écrivain français le plus lu au monde. Mais curieusement, dans le domaine de la critique littéraire, Dumas était considéré comme un écrivain mineur. Et on n'a jamais pu l'expliquer sérieusement. Et les romans de Dumas ne sont pas au programme dans les lycées ou collèges de France. Dumas n'a jamais été mis au programme en France parce qu'il était considéré. Oui, tous les Français l'ont lu, mais ils n'ont pas lu dans le programme scolaire. Tellement qu'on ne s'en rend pas compte. Oui, non, c'est important de le savoir parce que et son origine africaine, le fait qu'il était métis, qu'on le considérait comme noir à son époque, n'est pas étranger à cela. Et c'est comme Pouchkine en Russie, quand j'ai publié mes travaux sur l'arrière-grand-père camerounais d'Alexandre Pouchkine, des slavistes russes ou en fait français m'ont dit mais oui, on savait qu'il avait un ancêtre éthiopien, mais l'Éthiopie n'était pas considérée comme l'Afrique noire. Donc on a attribué une origine éthiopienne au bisaïeul de Pouchkine pour évacuer sa négritude. Pour dire qu'il n'était pas noir, et on a traduit d'ailleurs le terme russe arabe qui désigne les nègres par mort, ça qui revient au sens qu'on a donné au mot mort plus tard pour dire que ça désignait uniquement les populations blanches d'Afrique du Nord. Donc quand on disait que l'arrière-grand-père Pouchkine était un mort, ça voulait dire qu'il n'était pas noir. Et donc ainsi on a pu évacuer cette question-là. Et quand mes travaux ont montré qu'il n'était pas éthiopien, il aurait pu l'être, mais il n'était pas né en Éthiopie, mais dans le bassin du lac Tchad, dans le logo d'aujourd'hui qui fait partie du Cameroun, certains m'ont dit, mais ça relève de l'anecdote, ça. Des professeurs de littérature russe m'ont dit, en quoi c'est utile de savoir que Pouchkine était originaire d'Afrique? C'est de l'anecdote. Et puis je leur ai dit non, et justement on a fait un ouvrage collectif. Et j'ai fait appel à d'autres spécialistes de Pouchkine. On a fait cet ouvrage Pouchkine le monde noir pour montrer que les origines africaines de Pouchkine ne relevaient pas de l'anecdote. De la même façon que ce fut le cas pour Alexandre Dumas, ça ne relevait pas de l'anecdote. L'identité, parce que la question de l'identité dont on parle justement, l'identité de Pouchkine ne se résumait pas à sa dimension russe. Pouchkine disait qu'il avait une double patrie. La Russie et l'Afrique. Il la revendiquait lui-même. Donc on ne peut pas dire que cela était insignifiant et anecdotique dans sa vie, d'autant plus que ses contemporains, bien qu'il fût l'arrière-petit-fils d'un noir, le considéraient comme un nègre, un descendant de nègre et un négrillon. Quand il était enfant, on l'appelait négrillon. Quand il était devenu le célèbre poète de Russie, on le traitait de singe. On a les témoignages écrits de ses contemporains, des étudiants de l'université de Moscou qui racontent le jour où Pouchkine est venu leur rendre visite à l'université de Moscou. Il y a un qui dit il ressemble effectivement à un singe d'Afrique équatoriale. Moi j'ai été étudiant en Russie, en Union soviétique dans le début des années 80. Dans la rue aussi on nous traitait de singe. Les mêmes injures que Pouchkine a subies dans les années 1820-1830, dans les années 1980, les Africains, les Noirs en Russie, les subissaient.
alors qu'il était l'arrière-petit-fils d'un Africain. Donc on ne peut pas dire que cela est anecdotique, surtout qu'il a construit son identité à partir de son ascendance russe, mais aussi de son ascendance africaine. Ça transparaît dans son œuvre? Ah oui, oui. Chaque année à l'Opéra Bastille, on joue l'opéra Eugène Onegin. Mais Eugène Onegin, justement, un de mes collègues slavistes français m'a dit un jour, oui, mais Pouchkine parle de l'Afrique où dans son œuvre? Si tu dis que ça l'a influencé, il parle d'où? Il parle de l'Afrique où? On enseigne son œuvre dans où? Je dis, mais d'abord, il y a le Nègre de Pierre Legrand. Le premier, quand Pouchkine a décidé d'écrire un roman, de faire de la prose, puisqu'il était poète d'abord, mais en 1824, il a voulu écrire un roman historique, et il a dit, dans tous les siècles littéraires russes, qu'il allait écrire le premier roman historique russe qui allait surpasser les romans historiques allemands et anglais, Byron. Et qu'est-ce qu'il choisit comme sujet? Il prend son bisaïeul noir, Abraham Hannibal, comme héros de son roman. C'est son personnage principal. C'est un roman historique, malheureusement inachevé puisqu'il est mort à 37 ans, tué en duel dans des circonstances dramatiques. Et donc ce roman est resté inachevé, mais plusieurs chapitres existent, donc qui ont été publiés. C'est pour montrer, c'est pour dire que il y a le Nègre de Pierre Legrand, mais attention, quand j'étais étudiant, j'ai fait aussi des études de littérature russe avant de faire des études d'histoire. Et justement, j'attendais cette période-là où on allait nous enseigner la partie africaine de l'œuvre de Pouchkine, etc., ses origines, etc. C'était à Moscou à l'époque, en 85. On étudiait le 19e siècle russe, littérature russe 19e siècle, et Pouchkine était l'élément central. Donc, on étudie Pouchkine, plusieurs semaines de cours, et puis quand on arrive sur le cours où on doit étudier son œuvre, le Nègre de Pierre Legrand, le professeur nous dit... Bon, il nous fait lire juste un extrait, quelques pages, mais qui ont été soigneusement choisis, qui font partie d'une anthologie des textes de Pouchkine. Extrait où Pouchkine ne parle que, en fait, où il décrit les réformes du tsar Pierre Ier, qui était le parrain donc, du héros du roman, Hannibal, qu'il appelle Ibrahim dans le roman. Et donc, dans les critiques littéraires, on nous dit que le roman, que le héros du roman, le Nègre de Pierre Legrand, c'est pas Hannibal, c'est pas le bisaïeul Ibrahim, c'est le tsar Pierre Ier qui est le héros du roman. Et on nous fait lire un extrait où Pouchkine décrit évidemment les réformes qu'il fait à la cour, etc. Et donc, on est resté sur ça et on pensait tous effectivement que ce roman-là, en fait, finalement, avait pour héros un personnage, en fait, le tsar et non l'arrière-grand-père. Sinon, dans la poésie de Pouchkine, dans son théâtre, il a écrit Nuit d'Égypte. Il parle de l'Égypte, il parle de Cléopâtre. Il parle dans sa poésie, il parle aussi régulièrement, il y a des personnages nègres qui apparaissent. Même dans ses contes, il y a des personnages noirs. Et dans Eugène Onegin, dans la première édition d'Eugène Onegin, il fait une note. Parce que dans la strophe 50, il dit « Aurais-je un jour ma liberté? Il est temps, grand temps, je l'implore. Au bord de mer, j'attends le vent. Je fais signe aux voiles marines, sous le suroît défiant les flots. Quand prendrai-je mon libre essor, au libre carrefour des mers? Il faut fuir les bords ennuyeux d'un élément qui m'est hostile. Et sous le ciel de mon Afrique, sous les houles du midi, regretter la sombre Russie où j'ai souffert, où j'ai aimé, où j'ai enseveli mon cœur. » C'est dans Eugène Onegin. Et il fait une